Je m'appelle Sophie Duroux, j'ai 29 ans et je suis conseillère en économie sociale et familiale depuis fin 2013. C'est au terme de 3 années de formation au lycée Suzanne Valadon à Limoges que j'ai obtenu fièrement mon diplôme. À la suite du BTS, très technique et assez déstabilisant je trouve, j'ai intégré l'année de diplôme d'état de CESF, bien plus concrète et plus proche de la réalité de terrain. Néanmoins, il faut préciser que le BTS permet d'acquérir toutes les notions en lien avec les politiques sociales et la vie quotidienne, ce qui est essentiel pour toute la suite de la carrière. La période de stage est un élément clé de cette année, je trouve. Me concernant, c'est lui qui m'aura permis, très vite, après la fin de la formation, d'être embauché en CDI à 22 ans seulement. Ainsi, depuis 2014, je suis conseillère en économie sociale et familiale dans un service d'accompagnement à la vie sociale, SAVS. Je travaille tous les jours auprès d'adultes en situation de handicap mental et ou psychique. C'est un poste sur lequel j'ai appris énormément en répondant toujours à des demandes et des besoins très divers, et je peux affirmer encore aujourd'hui que chaque jour est une occasion de continuer à découvrir et à apprendre. L'équipe pluriprofessionnelle dans laquelle je suis accompagne au quotidien des personnes travaillant essentiellement en ESAT. Le quotidien, une spécialité de l'ESF, n'est-ce pas? La variété des accompagnements en lien avec cette vie quotidienne de chaque personne accompagnée fait qu'aucune de nos journées ne se ressemble. En effet, nous réalisons des accompagnements en lien avec le logement, le relationnel, les loisirs, la parentalité, l'administratif, l'alimentation, la mobilité, bref, la vie quotidienne en général. Cette nécessité permanente de réactivité et d'adaptabilité enrichissent mes semaines. Lire et continuer à se former ne s'arrête pas lors de l'obtention du diplôme, bien au contraire. Et ça, je pense qu'on en prend réellement conscience qu'une fois sur le terrain. Être conseillère en économie sociale et familiale, c'est pour moi exercer un métier dans lequel j'aide des personnes à gagner en autonomie, à évoluer, à pallier aux carences afférentes à leurs difficultés, à être inclus au sein de la société, bref, à vivre comme tout le monde. La sélection des dossiers se fait par l'équipe pédagogique à partir des critères validés par la commission d'admission, celle-ci étant composée de Madame la proviseure, de 2 conseillers ESF en exercice et de l'équipe pédagogique. Ces critères reposent sur une étude des bulletins des 2 années de BTS sur les politiques sociales, les connaissances des publics et la méthodologie pour l'essentiel. Cette approche étant complétée par l'appréciation de la situation du candidat dans la participation, dans ses capacités d'analyse et de prise de recul, ses qualités rédactionnelles. Soulignons que la lettre de motivation est un élément essentiel, il faut donc veiller à l'élaborer avec soin et en faire une lettre de motivation personnelle. Nous souhaitons que chaque étudiant ait engagé des démarches par rapport à ses recherches de stage et soit en possession d'un stage pour la première période de stage à la date du 12 juillet 2021. Tous les candidats qui obtiendront la moyenne de 22 sur 24 à l'étude du dossier devront avoir un entretien avec une commission composée d'un ou une conseillère ESF, d'un membre de l'équipe pédagogique. Cet entretien aura lieu la semaine du 17 mai. L'entretien se déroule en 2 temps. Le candidat prend la parole sur 10 minutes pour exposer son parcours, ses motivations, ses connaissances du métier. Les 20 minutes suivantes permettront un échange autour des points développés par le candidat et un élargissement sur la recherche de stage, les connaissances du travail social, etc. Nous encourageons donc les candidats à préparer cet oral afin de valoriser leurs aptitudes et de pouvoir développer et démontrer leur motivation pour cette formation.
Alors concernant le DE, je trouve que c'est une suite logique au BTS. Alors ce qui n'est pas négligeable, c'est la charge de travail. Il ne faut pas compter ses heures. Et puis après, que peut-on dire? L'entraide est très importante. Il faut être soudé dans la promo, notamment pour les cours et pour la recherche de stage, car la recherche de stage peut être dure et éprouvante pour certains étudiants. Durant l'année, le travail peut être très difficile, mais les professeurs sont là pour nous soutenir et nous aider dans nos démarches et dans notre apprentissage. Tout est en co-formation avec les professeurs, ils sont à notre écoute. Donc l'intérêt de ce diplôme d'état après le BTS, il est que le BTS en fait il est très scolaire, très technique. Il n'est pas vraiment sur l'accompagnement de quelqu'un, de plusieurs personnes. Il est beaucoup plus sur de l'animation, sur de la technique, ce genre de choses. Tandis que le BTS, il est réellement sur l'intervention sociale en elle-même. Donc en différentes étapes qui se réalisent en fonction sur les structures, sur les stages, et qui permettent de prendre la mesure de ce qu'est l'intervention sociale. Parce que simplement avec le BTS, on ne peut pas travailler réellement dans le social, on ne peut pas faire d'accompagnement parce qu'on n'a pas forcément les compétences et on ne sait pas vraiment ce qu'est l'intervention sociale. Tandis que le DE, c'est ce qui nous apporte, sachant que voilà, il y a toujours la co-formation avec les formatrices. Et sur justement en DE, on a 16 semaines de stage, ce qui permet de réellement comprendre ce qu'est l'intervention sociale, ce qu'est un accompagnement, ce qu'est la relation d'aide. Et c'est vraiment très important de pouvoir réaliser cette formation pour pouvoir bien accompagner certaines familles, certaines personnes. Bonjour, je m'appelle Constance, je suis étudiante en diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. C'est une formation qui se déroule sur un an et qui allie à la fois théorie et pratique, puisque durant cette formation, on effectue un stage de 16 semaines, obligatoirement auprès d'une CESF. Alors vous pouvez décider de mener les 16 semaines de stage au sein d'une même structure ou alors vous pouvez choisir de scinder ce stage en deux périodes de 8 semaines chacune et dans ce cadre-là, vous pourrez faire votre stage dans deux structures différentes. En ce qui concerne la recherche de terrain de stage, alors je peux vous conseiller d'aller consulter le site Annuaire Action Sociale qui propose une liste non exhaustive de structures proches de chez vous où travaillent potentiellement des conseillères en économie sociale et familiale. Une fois que vous aurez fait vos recherches, vous aurez à élaborer votre CV et vos lettres de motivation qu'il faut au maximum personnaliser. Ensuite, je peux vous conseiller d'amener vos candidatures en main propre auprès de l'employeur, ce qui permettra de montrer et à celui-ci, ça lui permettra de repérer votre motivation. Par la suite, n'hésitez pas à relancer, à ressolliciter les structures pour de nouveau montrer votre intérêt à investir le terrain. Si je vais vous donner un conseil, n'attendez pas la troisième année pour commencer à rechercher votre terrain de stage. Commencez dès la deuxième année puisque certaines structures comme le conseil départemental ont tendance à recruter assez tôt dans l'année. Sinon, toujours en ce qui concerne le terrain de stage, essayez de choisir un lieu de stage qui n'a pas été investi lors de votre BTS ESF parce que le but de la troisième année est de découvrir un nouveau lieu, de découvrir une nouvelle structure et un nouveau public. Et ce ne sera que plus enrichissant pour vous professionnellement.
Sinon, pendant votre stage, vous aurez nécessairement un temps d'observation qui est nécessaire. Mais en troisième année, on attend un investissement qui est beaucoup plus important qu'en BTS. On attend de vous que vous preniez position dans la structure, que vous adoptiez une posture de futur professionnel. Et c'est en investissant les lieux, c'est en s'impliquant dans la structure que vous pourrez euh, construire votre propre pratique professionnelle, votre propre éthique. Et c'est ce qu'on attend de vous en troisième année et c'est ce qu'on recherche nous en tant qu'élèves. Concernant le mémoire, il s'agit d'une production écrite que vous allez mener tout au long de votre année et je dirais même dès à présent. En effet, il est important de se questionner en amont et de commencer le travail de recherche durant les vacances d'été afin de dessiner en quelque sorte votre sujet de mémoire. Il faut savoir qu'en septembre, le mémoire est rapidement abordé mais que vous allez être encadré par un professeur référent qui sera là pour vous aider et vous conseiller dans la mise en œuvre de votre recherche et notamment de la question de recherche qui va apparaître courant septembre-octobre. Donc concrètement, pour le mémoire, vous allez vous documenter, vous questionner au sujet d'un sujet d'actualité, des publics avec lesquels la CESF peut intervenir. Ça peut être une structure, un domaine de compétences de l'ESF par exemple. Donc pour arriver à cette question, il faut être en capacité de se positionner sur un public et un thème. D'où l'importance, je dirais, de fournir un travail régulier et assidu en amont, donc dès les vacances d'été, afin de ne pas se sentir submergé. Donc c'est un dossier de 35 pages, mais au fil du temps, les informations, les données statistiques, les recherches auprès de professionnels vont s'accumuler et vont vous permettre de composer votre écrit. Bonjour, donc moi si je peux vous donner quelques conseils pour le DE, notamment sur le travail personnel et le mémoire, c'est qu'il faut avoir acquis une certaine autonomie pour rentrer parce que on n'a plus les professeurs derrière nous comme en BTS pour nous dire qu'il faut travailler. On n'a plus des devoirs comme on aurait pu avoir en BTS, des devoirs maison, des choses comme ça. C'est vraiment à nous de connaître nos difficultés et de travailler pour évoluer, pour cheminer, etc. Euh, en plus, il faut savoir que le programme de BTS, quand on rentre en DE, pour les formateurs, il est acquis. Donc ça veut dire que on ne va pas forcément avoir des petits rappels ou des cours sur les choses qu'on a déjà vues. Donc il faut vraiment s'emparer des cours de BTS et les mettre de côté pour pouvoir s'y replonger tout au long de l'année.
Ensuite, concernant les stages, si je peux donner un conseil, c'est de rechercher un stage le plus rapidement possible. C'est ce qu'on dit souvent, mais là, particulièrement en DE, puisque le stage, il arrive à grands pas. Et donc, je pense que c'est bien de commencer à chercher un stage dès février-mars pour au moins avoir la première période en rentrant en septembre. C'est une pression en moins et ça permet de se concentrer après davantage sur autre chose. Ensuite, concernant la formation, donc comment ça se passe? C'est plus du tout de la formation comme on avait en BTS avec le professeur et les élèves qui écoutent. Là, on est vraiment dans de la co-formation, donc chacun fait part de ses expériences professionnelles, de ses pratiques et de ses connaissances pour pouvoir former un cours. Et le formateur va être là pour appuyer, pour approfondir, etc. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre la parole. Et voilà. La formation, pour ma part, m'a apporté beaucoup en maturité. Jusqu'alors, donc en BTS, j'avais du mal à me positionner en tant que professionnelle du fait que ce soit très scolaire. Alors qu'en DE, on nous considère vraiment comme des professionnels, on est davantage en autonomie. On nous demande de nous questionner, de nous positionner sur des sujets. Par ailleurs, par rapport au ressenti de la classe, j'ai pas l'impression d'être justement dans une classe à proprement dit, mais davantage dans une équipe de professionnels qui échangent. Je dirais même qu'on est plus ou moins complémentaires, on s'apporte des éléments les uns les autres afin de se tirer vers le haut. Et surtout, il n'y a pas de concurrence. Bonjour, je m'appelle Claire Tessier-Cabrespine, je suis conseillère en économie sociale familiale diplômée depuis 2013, formation que j'ai préparée au sein du lycée Suzanne Valadon à Limoges. À la suite de l'obtention de mon diplôme, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de l'ANPA 15 qui n'était autre qu'un de mes lieux de stage. Donc au sein de cette structure, j'ai pu occuper un poste d'animatrice de prévention sur un remplacement durant 3 ans où mon rôle était donc de promouvoir l'éducation à la santé, mais aussi d'apporter des connaissances actualisées en termes d'addiction à tout public, donc que cela soit en milieu scolaire, milieu professionnel ou de la formation, mais également auprès d'un public, on peut dire, vulnérable, mais également donc toute personne en situation de handicap et le milieu festif aussi. Par la suite, j'ai eu l'opportunité, par le biais d'un service civique, de créer et de développer le poste d'intervenante sociale en commissariat d'Aurillac, donc que j'occupe actuellement. C'est un poste très intéressant où il y a beaucoup de richesses, d'échanges et de rencontres, tout comme mon premier poste, hein, bien évidemment. Toutefois, les missions diffèrent de manière évidente, hein, puisque sur le premier poste, j'ai été donc sur des actions, on va dire, collectives, et là, je suis davantage sur des actions individuelles. Donc, mon rôle est d'accueillir, d'écouter et d'informer toute personne qui est orientée vers mes services à partir d'une problématique sociale. Donc ça là peut être des personnes qui sont victimes, qui sont même auteurs parfois, et des personnes dans des situations, on va dire, hors champ pénal. Donc à ce titre, je peux rencontrer des situations très diverses et variées qui peuvent être en relation avec la justice ou non, puisque c'est vrai que le but de ces postes-là est de créer l'interface entre les services sociaux et les services de la justice, et notamment donc le poste d'ISC, donc intervenante sociale en commissariat, permet tout ça, puisque c'est le rouage qui manquait pour qu'il y ait une réelle communication et un réel travail partenarial en fait, hein, entre toutes ces personnes.
Donc après l'accueil et l'écoute de ces personnes-là, il va y avoir donc une évaluation des besoins, par la suite des conseils et des informations qui seront adaptés à leur situation. Bien entendu, les personnes sont libres, on va dire, d'adapter ces conseils à leur propre vie, hein, si tel est leur choix, et par la suite d'orienter ces personnes vers la structure la plus adaptée à leurs problématiques. Donc, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas un accompagnement sur du long terme, mais plutôt à court terme, voire à moyen terme, puisqu'on est là vraiment pour traiter une situation qui sera dans l'urgence, et donc parfois très critique. Donc, ce qui m'amène régulièrement à être en contact avec le procureur de la République, puisque je lui adresse des écrits concernant un public vulnérable, donc à savoir les enfants maltraités ou violentés, mais également les personnes adultes vulnérables, comme par exemple une dame âgée qui est sénile et qui, imaginons, a un début d'Alzheimer et qui s'est perdue dans la rue, qui ne retrouve pas son logement et qui par conséquent a besoin d'une mesure ou a besoin d'aide. Il en va de même pour les situations d'incurie, donc c'est-à-dire les insalubrités du logement. Donc, bien entendu, ce poste fonctionne avec le partenariat, comme je l'ai longuement expliqué, mais aussi avec une connaissance accrue des publics, donc connaissance que j'ai acquise lors de cette formation à Suzanne Valadon, puisqu'il est important d'agir auprès des publics, hein, en ayant une connaissance socio-culturelle de ces publics qui peuvent être divers et variés, puisqu'on est amené à rencontrer toute personne. Il est important de pouvoir se conformer justement à leur culture, hein, qui peut être très variable donc d'un public à l'autre, et ça nous l'apprenons en formation, et c'est une aide véritable, puisque après la théorie vient la pratique, et ce sont des éléments qui sont très utiles pour pouvoir exercer convenablement. De même, les politiques territoriales seront très importantes dans la mesure où, dans un département rural comme le Cantal, justement, on a une visibilité sur tous les acteurs, et c'est important de pouvoir travailler main dans la main les uns avec les autres. Et donc, bien sûr, les écrits, la communication sont primordiaux, hein, pour pouvoir s'adresser aux magistrats notamment, mais aussi à toute autorité comme le préfet ou le commissaire, en l'occurrence pour mon cas, puisque je dois rendre également des rapports d'activité, on peut dire, ou en tout cas des comptes réguliers à mes financeurs. Donc bien sûr, ce ESF, c'est un métier très riche, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, riche d'expérience, riche de contacts humains, mais qui peut être aussi très difficile dans la mesure où, donc surtout pour ma part et sur ce poste-là, on est confronté à des situations qui peuvent être très, comment dire, très difficiles à accepter en tant que travailleur social, puisqu'on a tous aussi notre fragilité, notre sensibilité par rapport à certaines situations, par rapport à certains publics. Donc il en va de soi, en effet, que les connaissances en psychologie sont aussi très importantes pour permettre la résilience des victimes notamment, mais aussi pour nous permettre d'éviter donc ce qu'on appelle le transfert, donc auquel tout professionnel peut être en proie à une situation donnée, à un moment de sa vie, à une situation qu'il rencontre. Et c'est pourquoi il est important, et ça c'est une notion qu'on apprend aussi à Valadon, à travailler avec la personne et pas à la place de la personne, puisque même si on est convaincu que la situation, en tout cas que cette situation pourrait se résoudre de telle ou telle manière, si la personne ne souhaite pas faire ce choix, il faut le respecter. Et ça, ce sont des choses que nous apprenons aussi en formation. Concernant les suites que nous pouvons donner au diplôme, j'ai fait le choix de poursuivre mes études par le biais d'une licence en sciences de l'éducation que j'ai menée à distance en parallèle de mon emploi au commissariat. Le but, ou en tout cas mon but à moi, serait de pouvoir, à l'issue de multiples expériences professionnelles, enseigner les matières des carrières sanitaires et sociales à de futures étudiantes. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer avec mon parcours. Je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous, plein de réussite, et j'espère vous retrouver comme collègue prochainement. Au revoir.
Bonjour, je suis Carole, j'ai 49 ans et depuis 6 ans, j'exerce le métier de conseiller ESF, une profession de l'action sociale visant à accompagner les personnes en situation de précarité dans leur quotidien. Je vais partager avec vous mon parcours dans le cadre de la journée porte ouverte virtuelle du lycée Valadon. Mon parcours va vous sembler un peu atypique et vous aurez raison. Combien de fois en 3e année de formation ai-je entendu dire par les étudiantes de ma classe: quel courage! Moi, mon diplôme en poche, c'est fini, j'arrête à jamais mes études. Je reconnais que lorsque ma décision fut prise de suivre cette formation, les bancs de l'école me semblaient déjà loin et j'avais sacrément des doutes sur la réussite de ce projet. Il faut savoir que se former pendant son parcours professionnel est pratique courante, voire indispensable, que l'on ait 30, 40 ou à l'aube de ses 50 ans. Faire le choix de reprendre ses études après 40 ans implique un investissement, du temps, de l'énergie, mais au bout du tunnel, quelle joie et quel bonheur. Alors, quel a été mon parcours? J'ai obtenu mon bac scientifique en 90, puis une maîtrise en sciences naturelles en 94, avec comme objectif d'intégrer les UFM. Malheureusement, comme beaucoup d'étudiants, je n'ai pas passé le cap de la première année. C'est un concours et rentrer en 2e année s'avérait compliqué. J'ai réitéré mes échecs. Il fallait réfléchir aux raisons qui m'ont poussé à l'échec l'année précédente. Pourquoi ai-je raté mon année? Quels ont été mes principaux points faibles? Suis-je capable de corriger ces défauts? Cela vaut pour tout échec. Il s'agit de tenter de déterminer ses capacités, mais aussi, et cela est très important, son état d'esprit et sa motivation. Dans mon cas, la meilleure solution a été la réorientation. Je suis donc rentrée dans la fonction publique territoriale sans concours par le biais des contrats emploi jeunes, anciens contrats aidés, afin de pouvoir pourvoir un poste dans la petite enfance de catégorie C. J'ai travaillé en tant qu'agent d'accueil et de coordination pour un relais assistante maternelle. Afin d'être titularisée sur ce poste, la directrice du centre intercommunal d'action sociale dans lequel je travaillais m'a vivement conseillé de passer le concours d'adjoint administratif territorial. Son obtention m'a permis d'évoluer. Je devenais fonctionnaire. J'ai fini par occuper le poste de coordinatrice petite enfance au sein de ce même CIAS dans la filière administrative de 2014 à 2015. Mais dans une optique d'épanouissement personnel, d'évolution professionnelle, je souhaitais désormais quitter la filière administrative afin de me réorienter vers les services à la population, soit la filière sociale. J'ai eu l'opportunité de réaliser un bilan professionnel qui m'a permis de découvrir et d'apprécier les missions des conseillers ESF. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer et d'avoir une représentation de ce métier. Et c'est par la validation des acquis de l'expérience que j'ai pu faire valider les acquis de mon expérience pour obtenir une certification professionnelle, c'est-à-dire le BTS ESF. Les 2 premières années de BTS sont très techniques, m'a-t-on dit. Je savais que j'allais avoir des lacunes. Toutefois, j'ai décidé de continuer en voulant intégrer une école pour suivre la 3e année et obtenir le diplôme d'État. Je pouvais ainsi, par les cours théoriques, les stages, toucher du plus près au travail social. J'ai donc choisi de continuer dans cette voie en candidatant au lycée Suzanne Valadon pour la rentrée scolaire 2014 en vue de préparer le diplôme d'État. J'ai ainsi mis entre parenthèses mon travail dans la petite enfance par une disponibilité d'1 an dans la fonction publique. Ma vie au lycée. À 42 ans, m'adapter au rythme de l'alternance, école-stage, loin de ma famille qui séjourne dans un autre département, n'a pas été chose facile. J'étais très soucieuse de bien faire au regard des professeurs et des étudiants qui observaient du coin de l'œil cette étrange étudiante à un âge qui peut paraître avancé. Devoirs sur table, travaux de groupe, rapports de stage, mémoire, j'acceptais assez aisément de me soumettre aux mêmes règles que les autres étudiants avec son lot de notes et d'évaluations. Un grand merci d'ailleurs aux professeurs pour avoir cru en moi, m'avoir soutenu quand le stress me submergeait. J'avais terriblement peur de l'échec. Si j'échouais, mon estime de moi prenait un sacré coup. Ils étaient conscients des difficultés que cela comportait pour moi. Reprendre des études à mon âge, c'est sortir de sa zone de confort. Ma grande motivation s'explique par le fait que j'avais un objectif concret en tête, évoluer dans le métier du social et pouvoir obtenir le diplôme d'État de conseiller ESF. J'avais soif d'apprendre. L'attitude des jeunes étudiants m'a parfois fait sourire. Ils me demandaient ce que je faisais là, s'ils pouvaient me tutoyer. Certains d'entre eux ne savaient pas où ils en étaient, se demandaient s'ils allaient tenir toute l'année et admiraient la situation originale dans laquelle j'étais. Je n'ai pas souvent participé aux activités extrascolaires des étudiants, mais j'ai essayé de m'investir au mieux dans la vie du groupe. L'écart d'âge n'a pas été une difficulté, le contact est toujours resté sympathique, on échangeait les cours et on arrivait à se mettre à l'aise. Très en avance sur le plan informatique, ils m'ont aidé à rattraper le retard que j'avais dans ce domaine. La reprise des études a donc été une expérience stressante mais aussi enrichissante. Depuis, j'exerce mon métier en tant que coordinatrice d'une épicerie sociale et solidaire gérée par le Centre intercommunal d'action sociale
pour lequel je travaillais avant la formation. Ma pratique de conseillère dans cette épicerie. L'épicerie permet d'élargir l'aide alimentaire à l'ensemble du territoire de la communauté de communes et de prendre en compte les besoins sociaux en évolution dans un contexte marqué par la montée de la précarité. Il s'agit également de se donner les moyens de valoriser le lien social grâce à un accompagnement individuel et collectif en visant l'insertion sociale et professionnelle plutôt que l'assistanat. Pendant la durée de fréquentation de l'épicerie, la famille réalise une économie sur son budget alimentation qu'elle peut réaffecter à la réalisation du projet auparavant verbalisé. La notion de projet implique une dynamique, elle renvoie une image positive de la personne. On est dans une logique de valorisation du bénéficiaire plutôt que dans un rapport cultivant l'assistanat. L'épicerie n'est pas seulement un lieu de vente, mais aussi un endroit où l'on accueille, convivial, propice aux rencontres et aux échanges pour rompre l'isolement. Des bénévoles participent à l'accueil et à l'animation du lieu ainsi qu'aux ateliers et activités collectives. L'exercice de mon métier comprend 2 axes essentiels. Le premier axe, la coordination du fonctionnement général, qui suppose l'organisation et la mobilisation des partenaires, l'animation des réunions d'équipe, l'accueil des stagiaires, l'organisation des conditions d'accueil des usagers, la supervision des aspects logistiques de l'épicerie, la réalisation des tâches administratives inhérentes à la mission de coordination, les comptes rendus, les tableaux de bord, le rapport d'activité, mais aussi la gestion financière de la structure et l'élaboration de projets dans le cadre d'appels à projets. Le deuxième volet est l'accompagnement, la préparation et la participation aux commissions d'admission, l'accompagnement individuel, entretien, définition du projet personnalisé, orientation vers des partenaires en fonction des besoins, l'accompagnement collectif avec la mise en place et le suivi des animations collectives. Et ce qui me satisfait le plus dans l'exercice de ce métier aussi au sein de l'épicerie, c'est ma grande autonomie dans l'organisation et l'exécution du travail, avec bien sûr toujours en amont l'aval de mes supérieurs hiérarchiques. Une gestion hasardeuse des partenariats et des ressources, un non-respect des règles de confidentialité peuvent avoir une incidence forte sur l'image du service et des conséquences néfastes sur le public. C'est aussi la diversité du travail, la polyvalence, la grande responsabilité, puisque je suis garante de la mise en œuvre des actions du management de l'équipe de professionnels et de bénévoles. L'accueil du public avec bienveillance et empathie me semble primordial. Il faut prendre le temps de connaître les personnes, valoriser leurs compétences, leur savoir, leur savoir-faire, leur donner l'information pour leur donner leur capacité d'agir. L'implication des bénéficiaires au sein de l'épicerie est aussi liée à la façon dont le travailleur social a présenté le fonctionnement du service. Il faut bien leur expliquer ce que l'on peut leur apporter. Il s'agit donc de les rassurer, de les mettre en confiance, de présenter les membres de l'équipe et de faire connaître le principe des ateliers mis en place. Les liens créés au cours de cette occasion favorisent la participation par la suite. Pour conclure, je dirais quel beau métier que celui de CESF, et notamment en épicerie sociale et solidaire. On peut difficilement parler d'avantages et d'inconvénients du métier, ceci étant lié à la fonction professionnelle qu'on exerce. D'une structure à l'autre, cela change selon sa mission.